Rebonjour. Donc, dans la suite de ce qu'on a abordé dans la capsule d'avant, à savoir la crise actuelle au Liban qui se joue entre l'accord de Taïf et l'accord de Doha, on a parlé que de Taïf jusqu'à maintenant pour en arriver à un changement du rapport de force. On n'était pas là pour faire une histoire événementielle. Depuis Taïf jusqu'à l'accord de Doha, il s'est passé beaucoup d'événements. Donc on a pris comme date essentielle ces deux dates, l'assassinat de Hariri en 2005, Rafi Hariri, par la Syrie et le Hezbollah, et que les puissances occidentales, notamment la France, ont essayé à travers le tribunal international de faire porter le chapeau au seul Hezbollah pour innocenter ou occulter le rôle de la Syrie. Maintenant, avec ce qui se passe en Syrie, peut-être ça va sortir tout ça au grand jour. Mais c'était à l'époque, selon un conseil de Chirac, dans une tentative de ménager le régime de Assad, en espérant que de cette façon, on va l'éloigner ou l'aider à s'éloigner de son alliance organique avec l'Iran. Et ce qui a échoué, comme d'habitude, et c'était pour dire que la formule qui a été trouvée récemment avant la chute de Assad par les pays du Golfe à des nuances près, soit de garder leurs relations avec Bachar al-Assad, soit de le réhabiliter dans les instances internationales ou de le réhabiliter au niveau de la Ligue arabe et de lui faire des chèques par l'Arabie saoudite. Et lui qui partageait les chèques et qui se partageait ça avec les Iraniens, et en se foutant de la gueule des pays du Golfe. Bref, tout ça c'est pour dire que la période qui a précédé l'accord de Doha, la conjoncture qui a permis une chose pareille, c'était donc suite à l'assassinat de Hariri et la révolte qui a suivi et qui a donné une protestation unanime libanaise de mettre l'armée syrienne dehors, en finir avec la Syrie. Et ça correspondait à une conjoncture internationale favorable. Et ce qui n'a pas aidé le mouvement du 14 mars à récolter les fruits de cette révolte ou à disperser ou à ne pas profiter politiquement, je veux dire, dans un mouvement structuré, parce que c'était un mouvement hétérogène et qui a été mené par les mêmes symboles qui, eux, étaient des acteurs sous le régime syrien. Vient un autre événement qui s'appelle l'invasion israélienne de 2006, de 33 jours, et qui s'est présenté, qui s'est conclu par un accord à l'époque, justement le 1701 qui est débattu actuellement, mais sous une autre formule, et que Hezbollah a présenté la chose comme une victoire à lui, une victoire divine,
qui lui permettait, au nom de cette victoire et du nom du fait que c'est lui qui a combattu, alors que tous les Arabes étaient complices, selon sa version, et qu'au nom de cette victoire, il va se retourner ses armes à l'intérieur du Liban pour imposer son règne. Et tout l'état de non-droit qu'il a géré entre le trafic d'armes, le trafic de drogue, de fabriquer des notables et des notoriétés qui venaient de nulle part, etc. Bon. On ne va pas rentrer dans ces détails. Et finalement, la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'au lieu que ce soit profitable aux autres forces politiques, l'assassinat de Hariri, ça s'est retourné contre eux avec la guerre de 2006, l'invasion israélienne, et qui a réhabilité le Hezbollah comme étant le sauveur ou le protecteur des Libanais, et qui va imposer sa loi devant un monde arabe qui est en perte de vitesse là, dans sa dégringolade. Comme on a vu qu'on ne peut plus parler d'un consensus arabe. On avait du mal à réunir les membres de la Ligue arabe, inefficaces, décalés de la réalité et qui font autre chose. Donc l'acteur après, c'est devenu l'Iran. Israël. C'était ça la polarisation. Et c'est au nom de ça que les sunnites du Liban vivaient une défaite complète, là. C'est-à-dire leur leader, leur symbole a été assassiné, eux dispersés, et finalement, malgré la conjoncture internationale favorable, comme on a vu que ils n'ont pas profité pour instituer autre chose. Et l'enjeu de tout ça, c'était le rapport entre, je résumerai ça de cette façon, le rapport entre faire la guerre et faire la politique. C'est-à-dire, il y avait une tradition, et ça on l'a évoqué dans d'autres capsules, ce qui avantageait les initiatives iraniennes, c'est que pour les Iraniens, et Hezbollah plus spécifiquement, et les chiites qui le soutenaient, c'était de dire, de comprendre une loi qu'on retrouve ailleurs, que la politique se fait au bout du fusil, au moins dans des pays du Proche-Orient. Si on n'a pas compris ça, il vaut mieux ne pas se mêler de politique. Alors que les sunnites, mis à part l'expérience de Tripoli, qui avait une certaine combativité, et ça on en a parlé lorsqu'on parlait de Taïfa, comment les Taïfas se sont constitués au Liban. On a exclu les sunnites comme quoi ils n'avaient pas besoin de former une Taïfa parce que leur part du pouvoir leur venait de l'extérieur du Liban, soit de l'Égypte, soit de l'Arabie saoudite. Et d'autre part, ils n'avaient pas un esprit de corps assez combatif, mis à part Tripoli, pour justement former une asabiya, puisqu'on parlait de asabiya, d'esprit de corps. Et donc, ils opposaient, ou ils subissaient toujours le chantage de l'Iran. C'est-à-dire, la politique de Hariri a consisté à dire,
j'accepte de faire des concessions pour éviter au pays, pour sauver la guerre, la paix civile. C'est du chantage, ça, de la part des Iraniens. C'est-à-dire, on te met toujours au bord du gouffre, sachant a priori que tu vas céder. Tu n'es pas prêt à te battre. Et ça, il y avait des théories qui sont sorties contre les milices en général et tout. C'est rodé comme discours. Et la preuve, ça a fait faillite avec le haririsme, ça a fait la faillite du haririsme de mener ce genre de politique. Et donc, les sunnites de Beyrouth n'avaient pas besoin de la terreur des mobilettes de Hezbollah le 6 mai pour prendre la fuite, là, ou pour céder. Ils avaient déjà essayé de gouverner avec Sanyoura. Et le Hezbollah à l'époque, qui n'était pas d'accord avec ça, voulait le taquiner, ils ont mis devant le sérail une tente symbolique pour dire que derrière la tente, il y a un Kalachnikov. Lui, il ne pouvait pas gouverner avec une majorité au Parlement. Dans tout ce temps-là. Et là, ça se comprend mieux dans quel contexte est venu l'accord de Doha. Devant cette crise d'une majorité au Parlement qui ne pouvait pas gouverner parce que on a trouvé un terme gentil là, au Liban pour désigner les taïfas. On dit le mukawwin, al-mukawwin. مكون الشيعي. Donc, pour dire que le Moukaoun Chi'i, il gouverne le Liban actuellement, avec son Kalachnikov. Et donc, l'accord de Doha est venu remplacer l'accord de Taïf ou donner le coup de grâce à l'accord de Taïf. Et pour rappeler aux Libanais qu'il y a un nouveau rapport de force. On n'est plus dans la période de ce qu'on appelle les axes arabes, c'est-à-dire toujours entre, comme jouait Abu Ammar, entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats ou l'Égypte. Maintenant, la marge de manœuvre est plus réduite là. Il ne faut plus compter avec la carte arabe. Il y a ou Israël, qui est un allié inconditionnel des États-Unis à cause de ce qu'on appelle le sionisme chrétien, dont on a parlé avant, en parlant de l'orientalisme américain, et tu as l'Iran. C'était ça la nouvelle polarisation. Et comme Qatar, à l'époque, était un allié proche de l'Iran, il l'est toujours parce que son rapprochement avec la Turquie pour se débarrasser de Bachar al-Assad se comprend dans une lecture plus précise de sa rivalité avec l'Arabie Saoudite, comme quoi ils considèrent qu'eux, ils ont réussi avec les Turcs, là où l'Arabie Saoudite avait échoué. L'Arabie Saoudite qui essayait de récupérer Bachar al-Assad, alors qu'il était irrécupérable, invendable, alors que les Turcs ont pris l'initiative et les Qataris ont accompagné pour se débarrasser de Assad carrément et de jouer un nouveau jeu qui double l'Arabie Saoudite. Mais ça, c'est pas dit encore. Mais on le voit très bien. La dernière fois, j'ai évoqué la visite de Miati, qui est le protégé et de Macron et
qui joue entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, comme Macron d'ailleurs, et qui a été voir le nouveau chef ou le nouveau président provisoire de la Syrie, Shara, pour avoir son soutien ou le soutien de sa candidature et doubler Nawaf Salam, qui était le candidat rival pour former le gouvernement. Donc, l'accord de Doha est venu rappeler le nouveau rapport de force qui a été approuvé par tous les partis libanais, c'est-à-dire c'est pas vrai qu'il y a des gens maintenant qui peuvent dire c'était pas gentil là, le tripartisme que prévoit Doha, l'accord de Doha, c'est-à-dire avoir le tiers du gouvernement pour pouvoir bloquer toute initiative du gouvernement, avoir 5 ministres plus le ministère de la Finance. Tout ça, c'est l'accord de Doha, derrière lequel se cache maintenant Nabih Berri et Hezbollah pour bloquer la formation du gouvernement. Sinon, il lance le défi à Nawaf Salam, comme quoi, si ça ne te plaît pas, forme un gouvernement sans les chiites, et ce sera un gouvernement qui n'aura pas la confiance du Parlement, puisqu'il n'est pas consensuel. Il y a le Al-Mukawwin, ça c'est le nouveau jargon pour désigner les taïfas. Et merci.